Egghead est un arc fascinant. On rentre dans un chemin de scénario totalement évident qui pour habitude dans One Piece est souvent une fille qui pleure, Luffy la sauve, cette fille s'avère être une princesse et Luffy met fin au coup d'état. Mais avec le dernier arc de Egghead, c'est différent, parce qu'au début on pensait tous que c'était un arc de transition un peu comme celui de la rêverie. Mais au final il a duré à peu près 2 ans et c'est le 4e arc le plus long de One Piece. Dans l'ensemble, c'était un arc excellent qui montrait parfaitement les side caractères et leur motivation tout en nous bombardant de révélations et de build-up sur l'intrigue finale de One Piece. Alors je vous avertis, j'ai adoré l'arc, mais vu que j'ai le droit de me plaindre et que je suis l'aigri originel, il y a quelque chose qui m'ont laissé un peu sur ma faim. Alors avant d'entamer la vidéo, je laisse le soin de liker, de commenter, de vous abonner, de mettre la petite cloche, etc. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Merci beaucoup et on y va, c'est parti. L'un des plus gros problèmes pour moi, c'est littéralement le Gorosei, les 5 doyens. On ne les présente plus, c'est la plus grande force du gouvernement mondial, c'est un groupe qui est composé de 5 hommes, donc ce sont eux qui dirigent le gouvernement mondial et ils gouvernent essentiellement la majeure partie du globe, où leur juridiction s'étend. Donc ils sont aussi les plus hauts gradés des dragons célestes, ayant autorité sur le reste d'entre eux. Ces 5 doyens sont tous sous les ordres d'Imu, qui est considéré comme le roi du monde, tout en se faisant appeler par ses pairs Seigneur Imu. Bon, maintenant que ça c'est clair, je comprends pas pourquoi depuis 20 ans on nous met un énorme flou sur ces personnages-là. Tout ce qu'on savait sur eux, c'est qu'ils ont un flow incroyable et ça on peut pas leur retirer. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils sont antagonistes à nos héros. Mais cette fois-ci dans l'arc, nous pouvions apercevoir Kizaru accompagné de l'un des 5 doyens qui s'appelle Saturne, qui se rendent directement à Egghead. Et l'entrée en scène de Saturne était vraiment sympa. Un personnage rempli de mystères qui possède une forme atypique. On ne sait pas s'il a un fou du démon ou une autre sorte de pouvoir, mais on sait qu'il peut stopper Sanji juste avec ses yeux. Et ça laisse plein de perspectives en vue suivant les autres 5 doyens. Ensuite dans l'arc, Saturne plante Vegapunk et réussit sa mission qui est de le tuer. Il y a une théorie qui montre que Saturne est probablement le plus faible des 5 doyens parce que c'est la planète la plus éloignée du soleil. Mais en fait le problème c'est pas ça, c'est que le Gorosei en entier ne m'a pas impressionné. On va commencer par Jupiter. Il peut se transformer en ver dégueulasse et il arrive à aspirer énormément de choses. Et le truc il est si puissant qu'il arrive à ralentir les géants et même faire galérer le Figure 5 pendant quelques secondes. Ensuite on a Mars, bon lui c'est un oiseau, hein, sa particularité c'est de cracher du feu. On continue avec Nejuro, alors lui c'est probablement le mec avec qui on avait le plus d'attentes parce que le mec il a un sandai Kitetsu sur lui. Donc on se dit que probablement ça nous promet un vrai combat contre un épéiste comme Zoro ou bien je sais pas moi un truc au pif Mihawk, et on s'est dit que ce mec là il doit être énormément puissant. Alors c'est sympa, il a fait ses preuves en tuant des pacifistas, Kuma 3 etc, c'était vraiment sympa, mais sans plus, mais il est terrifiant, ça on peut pas le retirer. Et en dernier nous avons Warcuri. Alors si on prend compte des planètes, eh bien Mercure serait la plus proche du soleil, et ça voudrait dire que Warcuri serait le plus fort des 5 doyens. Qu'est-ce qu'il fait Warcuri? Warcuri se transforme en sanglier et il fonce dans le tas, et ça s'arrête là. C'est tout. Le Gorosei ne m'a pas impressionné. La seule chose qui est impressionnant, c'est le fait qu'il soit terrifiant. Et ça, on peut pas leur retirer. Après, quoique, ça fait un peu l'effet Big Mac, tu vois. Quand tu les vois qui sont sur le toit du monde avec Sabo, quand il est là, il voit des monstres, il dit que c'est l'enfer sur Terre, c'est terrifiant. Quand il les voit pour la première fois aussi, c'est terrifiant. Mais après, tu vois qu'ils sont pas très attaquants, en fait. Ils sont pas très offensifs. Parce qu'au moment où ils arrivent sur l'île, en posant un halo magique, c'est vraiment un move de méchant qui est trop fort. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont si faibles? Serait-ce parce qu'ils sont loin d'Imu? Ça me paraît trop gros. Surtout qu'Oda a introduit les chevaliers divins pour montrer une hiérarchie de puissance. Vous prenez la pyramide comme ça, au sommet c'est les 5 doyens, au milieu c'est les chevaliers divins, et en bas c'est la marine. Alors peut-être que le Gorosei n'est pas formé pour attaquer, mais ils le sont pour défendre car à chaque attaque, que ce soit Kuma, Luffy ou même Bonnie et Luffy Gear 5, les doyens se régénèrent assez facilement et rapidement. Ils peuvent tanker n'importe quelle attaque de n'importe quel adversaire. Prenons par exemple Warcuri. Warcuri se prend un Red Hawk de Luffy qui est probablement 5 fois plus puissant que quand il l'a fait contre Kaido, et le résultat de cette attaque montre que Luffy n'y arrivait pas. Je voudrais pas m'avancer plus sur ça, faudrait voir par la suite si les 5 doyens sont uniquement défensifs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Deuxième chose qui m'a un peu trigger dans l'arc Egghead, c'est Vegapunk. Alors Vegapunk est un perso hyper intéressant, mais on n'a eu aucune interaction entre les différents personnages, comme Franky par exemple. L'homme le plus intelligent du monde et qui possède 500 années d'avance sur tout le monde, l'homme où à chaque arc son nom apparaît pour nous présenter ses prouesses, et il se fait tuer par son meilleur ami Kizaru. Il a réussi à se cloner lui-même, mais il ne pouvait pas savoir qu'il y aurait un traître. Quoique j'ai même mieux. Déjà dans son flashback avec Kuma, le gouvernement mondial avait posé des Denden Mushi caméras partout dans Egghead pour pouvoir l'espionner et être sûr qu'il travaille bien sur le projet qu'il devait faire. Et Vegapunk, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé en plein dedans. Le plus intelligent du monde ne s'est pas dit que c'était possible qu'il soit espionné par le GM, alors que ça devrait normalement être la première pensée qu'il devrait avoir au moment où celui-ci décide de contrer les attentes du GM et de chercher des infos sur le siècle oublié par exemple. Le fait que Vegapunk meure dans cet arc-là n'est pas vraiment un problème, mais dans cet arc-là, c'était pas sa personne en lui-même qui était importante, mais plutôt ce qu'il devait dire au monde entier. Dans ce message, Vegapunk s'adresse à l'univers de One Piece, et grâce à cela, il fait avancer l'intrigue pour tout le monde. Pas pour nous les lecteurs, mais pour justement l'univers de One Piece. Mais pour nous les lecteurs, c'est à la fin où il nous cachera un indice. Il nous dira que le sort du monde est entre les mains de celui qui trouve le One Piece, que ce soit le gouvernement mondial ou les pirates. Donc encore une fois, il rejette
une ère de piraterie, que ce soit Barbe Blanche, que ce soit je sais pas qui, et Vegapunk aussi. Mais en tout cas, Vegapunk, il est persuadé et il est sûr que le gouvernement mondial peut s'attribuer le One Piece et par conséquent, ils peuvent foutre le bordel comme ils l'ont fait il y a 800 ans. Donc en fait, la clé du monde, encore une fois, c'est le One Piece. On le comprenait pas avant, mais aujourd'hui c'est réel. Le One Piece, c'est pas juste un trésor qui est la quête de chaque pirate, c'est la quête pour tout le monde, que ce soit marine, que ce soit gouvernement mondial, que ce soit révolutionnaire d'ailleurs, ou que ce soit justement les pirates. Numéro 3, j'aimerais vous parler s'il vous plaît de Luffy Gear 5. Alors Luffy Gear 5 est un perso que j'adore, c'est vraiment un perso qui est incroyable en soi, parce que c'est même plus Luffy Gear 5, c'est Nika. C'est Nika, c'est un peu le Joy Boy si tu veux, mais bon, tu vas comprendre. Quand il est en Gear 5, Luffy counter tout le monde, quoi que tu fasses. Luffy aura toujours une solution à un problème donné, que ce soit le gouvernement mondial, que ce soit n'importe qui, que ce soit Kaido, ce que tu veux, il aura toujours une solution pour contrer l'attaque et être tranquille. Si ce n'est même attaquer en retour et mettre encore plus de dégâts. Alors ça, c'est pas un problème, mais ça enlève le risque. Le risque dans le manga, le fait que tu te sentes mal pour les personnages et tu te dises comment ils vont faire pour sortir de ce bourbier. Enfin, du risque, il y en avait, mais uniquement pour les gens qui n'étaient pas liés à Luffy Gear 5 directement. Luffy avait solo Kizaru, ensuite il s'est débrouillé pour comprendre la menace de Saturne, ensuite il a fait un 1v2 contre Kizaru et Saturne, et qu'est-ce qu'il a fait Luffy à ce moment-là? Le mec, il est en 2v1, et il fait des pizzas avec Saturne et Kizaru, mais ça va pas ou quoi là? Non mais le mec il fait des pizzas genre. Mais pour vous montrer à quel point c'est ouf en fait, c'est débile. Alors le perso est censé être débile, je le comprends, c'est le Gear 5, c'est comme ça, c'est stylé, c'est cartoonesque. Mais les gars, un peu d'effort Oda s'il te plaît, tu vois. Luffy est intouchable et imprenable. Les 5 doyens ils essayent de se le faire mais c'est pas possible. Le mec il jette des trucs, il rigole en même temps, il t'attaque, il fait des trucs débiles. Mais c'est un truc de malade Luffy, on se rend pas compte les gars, mais je vous jure c'est impressionnant. Et le résultat de ce Gear 5 par rapport au Gorosei, c'est que tu fais passer le Gorosei pour des Mongols. Parce que le Gorosei à la fin ils n'ont plus aucune crédibilité, ils se sont fait massacrer par Luffy Gear 5. Et Bonnie Gear 5 d'ailleurs. Bonnie Gear 5 qui est un excellent choix, j'adore ce choix. Mais le Gorosei du coup, qui est la plus grande instance du monde, où tu te dis c'est peut-être eux les antagonistes finales, c'est zéro quoi. Je vous rappelle que Luffy, à un moment donné, contre Kizaru, il était fatigué. Parce que je vous rappelle qu'il sortait de Kaido. Il y a eu Luffy contre Kizaru, CP0 et Saturne. Mais là, Luffy était fatigué, il était exténué. Donc il était par terre. On se demandait comment il va récupérer. Et là, d'un coup, paf, il revient en Gear 5 en off. Donc 2 chapitres après. Et on ne sait pas comment. Et à l'heure actuelle où je vous en parle, d'ailleurs, je sais toujours pas comment il a fait. Donc on se demandait si c'était peut-être Kizaru qui lui donnait de la bouffe en scred en vif, tu vois. Parce que Kizaru se sentait mal d'attaquer son meilleur ami Vegapunk, et Bonnie, et Kuma, et Tutti Quanti, mais on n'a pas plus de réponse à cela. Donc maintenant la question c'est, est-ce que Luffy est surpuissant parce que dans cet arc là le thème de Nika revient énormément, parce que Nika est intrinsèquement lié à Kuma, Bonnie, au gouvernement mondial, en fait il est lié à tout le monde, donc ça fait que actuellement là maintenant Luffy était au max de sa puissance, ou pas du tout. Je préfère pas m'avancer trop vite parce que là du coup ils partent à Elbaf littéralement, et à Elbaf on ne sait pas qui les attend là-bas, apparemment c'est Coppergaban, il y a plein de théories dessus, je préfère pas m'avancer tout de suite, mais hâte de voir la suite. Egghead est un arc fascinant, émouvant, magnifique. On a eu un enchaînement de ballons d'or, de chapitres à chaque fois. Oda, le mec, il était là, il écrivait du feu, tu vois, il dessinait du feu. Alors évidemment, on fait une critique par-ci par-là, mais faut pas oublier que c'est l'un des arcs les plus incroyables qu'on ait jamais eu. Si vous aussi, vous avez aimé Egghead, mais qu'il y avait quelques trucs qui vous ont un peu saoulé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vrai que c'est pas évident de suivre les chapitres toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien, c'est important. Merci à ceux qui me soutiennent, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Nas. Ciao. Y'a pas de la viande là? Pas de la viande. Oh, t'as pas un gigot d'agneau? Piquez un ail accompagné de patates douces cuites au four, s'il vous plaît.